C'est un plaisir de vous retrouver dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. Naufrage du bateau Esther au large des côtes de Libreville. L'appel au recueillement baptisé Lumière en mer a eu un écho favorable auprès des populations. Vous le verrez dans ce journal. Une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies à Kinshasa, depuis 2 jours, c'est pour tenter de faire appliquer le cessez-le-feu entre les différentes parties en conflit dans l'est de la RDC. Les détails avec Sidela Neyman. En sport, nous allons parler du programme de la 12e journée du National Foot, des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. La liste des Panthères est finalement connue. Bienvenue à toutes et à tous. En ouverture de ce journal, le projet Pied-Pal poursuit son cours au quartier Louis, dans le 1er arrondissement de Libreville. L'installation de nouveaux réseaux d'eau potable en vue de répondre aux besoins des populations. Plus de détails dans ce journal avec Jessica Ndjoua. Les travaux d'adduction en eau se poursuivent au quartier Louis, dans le 1er arrondissement de la commune de Libreville. Un projet initié par le gouvernement gabonais en vue d'améliorer la qualité de desserte en eau potable. On a déjà posé la nouvelle conduite. Là, de ce côté, il y a la 90 et de ce côté, il y a la 225. Et là, nous sommes maintenant en train de faire le raccordement. Donc, se raccorder et la nouvelle conduite jusqu'à l'ancienne conduite qui existe. L'objectif de ces travaux, c'est en fait, il y a un problème de pression et puis changer de canalisation. Ici, il est difficile de circuler sans apercevoir ces panneaux de signalisation et rubans rouges et blancs qui marquent la présence d'un projet. On est en train de faire de nouveaux réseaux d'eau potable. Donc le regard là, c'est là où c'est croise de raccordement de tuyaux. Les tuyaux qui sont en haut là-bas, les tuyaux qui sont en bas là-bas, les tuyaux qui sont en haut là-bas. Ça vient se raccorder ici là. Donc c'est ici là qu'on va placer les vannes d'arrêt dans le regard là. La population toujours, il y a des injures. Il y a des injures, il y a des insultes partout quand on passe. Tu vois que non, vous vous embêtez, vous cassez le route, vous faites ceci, cela, tu vois non. Mais il faut supporter. Après, quand il y aura de l'eau, ils ne vont plus se plaindre. Tu vois, nous serons maintenant contents. Mais donc c'est ça, on supporte ça. Voilà, il y a des injures tous les jours. Après avoir creusé, installé de l'autre côté, les travaux de reprofilage sont en bonne voie. Comme je vous le disais en titre, l'appel au recueillement baptisé Lumière en mer liée au naufrage de Esther Miracle a eu un écho favorable auprès des Librevillois. Un moment de consternation qui a relevé les insuffisances de la gestion de cette crise. Le constat avec Alexandre Mbaundo. Ici au port-molle de Libreville, l'heure est au recueillement et à la consternation. L'appel Lumière en mer lancé depuis hier à travers les réseaux sociaux a eu un écho favorable tant chez les familles des disparus qu'auprès des populations. Les familles des disparus, malgré les signaux négatifs autour du naufrage, ne perdent pas espoir. Ce matin, derrière moi, ce sont les parents des familles. Donc nous avons affiché donc, sur des tableaux les différentes images de nos proches, de nos parents qui sont encore en mer. Nous avons allumé des bougies et à côté de ça, nous avons mis des gerbes de fleurs, non pas des fleurs de malheur, parce que pour nous, nos proches peuvent être encore vivants quelque part. Bien sûr, nous nous attendons à toute éventualité, au fait qu'on peut nous apporter des décès, des personnes décédées ou des personnes vivantes. Toutefois, nous gardons l'espoir, mais nous attendons aussi au pire en fait. La gestion apparente de ce triste événement ne facilite pas les choses pour les parents déjà sous le choc. C'est une situation assez difficile. Il faut dire que aux premières heures, on m'avait fait comprendre qu'elle avait été repêchée. Du coup, j'ai dû tourner tous les hôpitaux. Jusqu'à revenir ici et toucher du doigt, j'ai appris qu'elle est encore parmi les portées disparues. Donc c'est assez difficile, notamment hier on a passé ici toute la journée. Je suis parti d'ici à 22h, mais je ne savais même pas s'il fallait partir ou s'il fallait rester. Mais comme il fallait quand même me reposer, et j'ai eu quelques bribes d'informations, à partir de ces informations, je me suis dit bon, je vais venir très tôt le lendemain, voir si je peux éventuellement discuter avec eux pour faire partie de l'équipage qui irait peut-être à la recherche des naufragés.
Pour la société civile présente au lieu de recueillement, cette triste situation aurait pu être évitée si le Gabon avait respecté le cahier des charges présenté par l'Organisation mondiale de l'immigration auquel le Gabon appartient. Et donc, ils avaient, dans le cas des sautes dites, relevé 23 écarts. Et le Gabon avait plus ou moins résolu 2 écarts. Et sur la base de ça, je crois que l'organisation avait demandé au Gabon de résoudre un certain nombre de choses pour plus ou moins arriver à respecter la norme internationale. Aux dernières nouvelles, plusieurs navires tant privés que publics sont au large des côtes gabonaises pour rendre plus efficaces les recherches lancées par les autorités. 2 jours après le naufrage de Esther Miracle, les parents des disparus ont du mal à obtenir un maximum d'informations sur la situation des disparus, une réalité liée au silence autour du triste événement. Le reportage est d'Alexandre Mbaondo. Y a-t-il une véritable stratégie pour prévenir les risques du naufrage sur les côtes gabonaises? Pourquoi cette absence d'une véritable cellule de crise autour du naufrage de l'Esther Miracle? Et à quel niveau sont les recherches des disparus de la Royal Coast? L'Esther Miracle répondait-elle aux normes de navigation en terre gabonaise? Autant d'interrogations chez les parents des sinistrés, venus nombreux s'enquérir de la situation ce matin. Ces derniers qui déplorent la loi de l'omerta autour du triste événement. On ne peut pas arriver, il y a eu un accident qui s'est passé et on n'a pas des informations convaincantes. Lorsque des passagers ont eu à prendre destination pour Port-Gentil, il y a une liste qui a été bien établie avec les noms. Mais je pense que s'il y a eu un accident, lorsque ces personnes reviennent, quand ils disent qu'il y a eu une liste également, ce sont à eux de nous orienter dans des différentes structures ou encore de nous donner des informations qui apaisent les cœurs. Mais on n'a aucune information. Nous sommes là depuis hier. Et moi personnellement, je suis arrivé aux alentours de 14h. On n'a pas de retour concret des autorités concernant la situation. Hier par exemple, on est arrivé, il y a un défilé de véhicules qui se faisait, qui allait, mais chaque fois qu'on se rapprochait de certaines personnes qui semble-t-il pouvaient nous informer, on n'avait pas de retour. Au-delà du silence qui exaspère les familles des disparus, le manque d'organisation. On remet en cause l'organisation. Hier, dans le journal, on nous a fait comprendre qu'il y a eu une série de crises. On a convoqué toutes les forces de sécurité, les personnes dirigeantes des forces de sécurité et de défense. Mais au niveau des familles ici, des victimes, au niveau du port Molle, il n'y a pas de salle d'attente. Nous sommes là, livrés nous-mêmes sous le soleil. Nous transpirons et vous voyez, le soleil n'est pas... L'attente, la patience ne fait pas... Le soleil et la patience ne font pas bon ménage. En attendant les résultats des enquêtes menées par les autorités, les chiffres officiels demeurent à 2 morts, 26 disparus et 123 rescapés. Catastrophe maritime au large de Libreville, un navire à usage commercial a fait naufrage avec plus d'une centaine de passagers. Informé de la situation, le président Ali Bongo Ondimba s'est rendu sur les lieux du drame au port Molle de Libreville, accompagné du Premier ministre et de plusieurs membres du gouvernement présidentiel. Rescapés de la mer, survivants du Esther Miracle de l'entreprise Royal Coast Marine, ces hommes et femmes en partance pour Port-Gentil peuvent remercier le ciel après le naufrage de leur embarcation. Parti de Libreville dans la nuit du 8 au 9 mars, avec plus d'une centaine de passagers et de membres d'équipage à son bord, le bateau, confronté à une voie d'eau, a chaviré au large de la capitale gabonaise. Sitôt informé de la situation, le président de la République s'est rendu sur le quai de débarquement des victimes de cet accident. Avec le Premier ministre et les membres du gouvernement à ses côtés, le chef de l'État est venu témoigner sa compassion, son soutien, mais aussi sa solidarité aux rescapés et aux familles des disparus de cette catastrophe maritime. Il y a un agent qui est monté pour nous dire, parce que nous on était en haut, qui est venu pour nous dire
le bateau, l'eau rentrait, donc les moteurs ne pouvaient plus supporter. Au fur et à mesure qu'ils vidaient l'eau, on va avancer doucement. Il y a une dame qui a demandé, on va arriver à quel moment vers la côte? Ils nous ont dit dans 1 heure. 3h05, tout a capoté. Les gens ont pris peur parce que le bateau est sérieusement s'est penché sérieusement d'un côté, tout le monde a pris peur. La réactivité, l'efficacité des services de secours ont permis le sauvetage de la plupart des passagers de cette catastrophe maritime qui a coûté la vie à 3 personnes selon le bilan provisoire. Si l'espoir demeure pour les familles des disparus, les recherches sur les lieux de naufrage se poursuivent. Les services de santé militaire sont à pied d'œuvre pour la prise en charge des rescapés. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce drame. Cette fois-ci en politique, le PDG reporte à une date ultérieure la célébration de son 55e anniversaire. Annonce faite par le secrétaire général du parti après le naufrage du Royal Coast qui endeuille la nation gabonaise. Regardons ce reportage. Aux environs de 3 h du matin, un bateau de la compagnie Royal Coast, baptisé Esther Miracle, a coulé au large de Libreville alors qu'il tentait de joindre Port-Gentil. Et selon les éléments d'information fournis par le gouvernement, nous disposons des données suivantes. 3 personnes décédées, 123 personnes rescapées, 25 personnes disparues. Il s'agit là d'un bilan provisoire particulièrement dramatique. Le Parti démocratique gabonais a donc une pensée très émue pour les familles endeuillées et auxquelles il assure son soutien total. C'est d'ailleurs ce qu'a fait immédiatement le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a déclaré, je cite, « Je me suis rendu au chevet des rescapés du naufrage cette nuit au large des côtes du Gabon de l'Esther Miracle pour leur exprimer toute ma compassion et mon soutien. Mes sincères condoléances aux familles des personnes décédées. Sans le courage, la réactivité et l'efficacité des services de secours, le bilan de ce drame aurait été encore plus effroyable. Ils ont toute ma gratitude et ma reconnaissance. » À la suite du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le Parti démocratique gabonais salue l'action des secours conduite sous l'autorité du gouvernement par les services compétents. Il encourage les uns et les autres à redoubler d'efforts dans les recherches pour retrouver les victimes de ce terrible naufrage. Tout en se félicitant des dispositions administratives prises, notamment la mise en place d'une cellule de crise au ministère des Transports, le Parti démocratique gabonais soutient avec toutes les procédures d'enquête judiciaire, administrative et technique qui permettront de faire toute la lumière sur les circonstances de cet accident qui endeuille de nombreuses familles de notre pays et d'établir aussi toutes les responsabilités. D'ici là, le Parti démocratique gabonais en appelle au sens de la mesure, de la décence et de la dignité qui conviennent en pareilles circonstances. En considération de tout ce qui précède et sur instruction très ferme du distingué camarade président, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le Parti démocratique gabonais a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre toutes les activités programmées dans le cadre de la commémoration de son 55e anniversaire. Cette décision fondamentalement humaniste et de responsabilité est celle qui est comprise et attendue par les militantes et militants du Parti démocratique gabonais et l'ensemble de nos concitoyens. Je vous remercie. Toujours en politique, c'est effectif depuis le dernier Conseil des ministres. La Constitution de la République gabonaise connaîtra une nouvelle révision dans les tout prochains jours. Il s'agit là d'une conséquence de la concertation politique qui a réuni récemment les acteurs politiques de l'opposition et de la majorité. Qu'est-ce qui va concrètement changer? Élément de réponse avec Estelle Mbam.
Comme voulu par la classe politique gabonaise, la concertation politique a eu lieu en février dernier, avec la participation des partis politiques et regroupements politiques de la majorité et l'opposition. Leur souhait, assurer le renforcement de la démocratie et établir un climat apaisé pendant les consultations électorales au Gabon. Le processus est donc enclenché. Le rapport de la concertation a été remis au président de la République le 23 février. Le 3 mars, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant révision de la Constitution de la République gabonaise. Le projet de loi pris en application des dispositions de l'article 109 de la Constitution modifie les articles 4, 9, 10, 11, 35 et 111. Les modifications constitutionnelles dont il est question concernent donc les articles 4, avec le scrutin électoral qui passe désormais de 2 tours acquis au dialogue d'Angonji à 1 tour pour les élections présidentielles et parlementaires. 9 et 35 avec l'harmonisation des mandats politiques. Le mandat du président de la République passera donc de 7 à 5 ans et celui des sénateurs de 6 à 5 ans. Le Conseil des ministres a précisé à cet effet que la représentation des collectivités locales étant assurée par le Sénat pour harmoniser le renouvellement de la Chambre haute avec celui des conseils départementaux et des conseils municipaux, le prochain mandat prévu entre octobre et novembre 2027 sera d'une durée transitoire exceptionnelle de moins de 5 ans. Les articles 10 et 11 relatifs aux personnes éligibles à la présidence de la République, au délai du mandat du président de la République et aux conditions de prorogation de celui-ci par la Cour constitutionnelle connaîtront également des réformes. Afin de veiller à l'effectivité de ces nouvelles dispositions, un comité paritaire, opposition et majorité sera mis en place. Les élèves des classes de 3e et terminale des différents établissements de la capitale gabonaise abordent depuis quelques jours les examens blancs du bac et du BEPC. Quel est le véritable intérêt de ces examens? Plus de détails avec Jessica Anchois. Les examens de fin d'année, le brevet d'études du premier cycle et le baccalauréat approchent à grands pas. Certains responsables d'établissements, à leur tour, organisent des phases préparatoires dans le but pour les élèves de mieux affronter les épreuves. Nous sommes dans les préparatifs du bac blanc qui commence le lundi 13. Donc nous sommes, comme je dis, dans les préparatifs, nous apprêtons les listes des salles, nous apprêtons les équipes de surveillants, nous faisons la compilation des épreuves, nous apprêtons également tout ce qui est documents relatifs à la pratique de l'EPS. Donc vraiment, en gros, nous sommes dans les préparatifs. Le BPC blanc, le bac blanc sont vraiment d'une utilité très importante. Pourquoi simplement? C'est parce que c'est pendant cette période-là que nous, les enseignants, nous sommes tous dans le lot, parce que je suis enseignant. Nous, les enseignants, nous allons pouvoir vérifier déjà les acquis de toutes les notions que nous avons déjà pu faire sur place depuis le premier trimestre jusqu'à ce jour. Et cela nous permet de préparer nos élèves ou bien nos apprenants aux différents examens nationaux. Les élèves, nous n'allons jamais dire qu'ils sont prêts, même le jour de l'examen, ils ne seront jamais prêts, mais ils sont déjà prêts parce que les enseignants font leur travail, ils sont tout le temps en classe. Sur toutes les classes d'examen, nous sommes tenus à être derrière eux pour vérifier à chaque instant si les classes d'examen font cours. Donc nous sommes conscients et nous disons que nous sommes sereins que ces élèves-là sont prêts. En cette période consacrée aux examens blancs, un rendez-vous annuel qui semble dévoiler le niveau réel de l'apprenant. Ici, en toute confiance, les élèves n'attendent que les résultats aux différents examens blancs. Le BPC blanc, on a commencé avec les épreuves sportives. Après, on a continué avec l'écrit qui s'est terminé ce mercredi. Et aujourd'hui, on vient de terminer l'oral d'anglais. Donc là, je suis très confiant de ce qui peut arriver en tout cas. Moi aussi, je suis très confiant d'avoir bien travaillé au BPC blanc. On a fait le français, maths, SVT, sciences physiques, espagnol et histoire géo. Là, nous sommes en train d'attendre les résultats. Les examens blancs du BEPC et baccalauréat, une sorte de remise à niveau pour des meilleurs résultats.
À l'occasion de la journée internationale consacrée aux droits des femmes célébrée dans le monde entier, l'équipe de TV+, a tenu à faire un focus sur Angélique Ngoma, la première femme gabonaise à occuper le poste de ministre de la Défense. Regardons. L'importance de la femme au travail est l'importance d'un traitement égal. Députée à l'Assemblée nationale du Gabon où elle occupe le poste de présidente de la Commission de la santé, de l'éducation, des affaires sociales et culturelles. Mon rôle en tant que parlementaire est d'informer et de sensibiliser et d'accompagner dans ce sens les institutions pour asseoir les stratégies idoines. Angélique Ngoma est la première femme à occuper cette fonction, de ministre de la Défense d'octobre 2009 en janvier 2011. La première femme à être nommée ministre de la Famille, de la Protection de l'Enfance et de la Promotion de la Femme en 1999 par le feu président El Hadj Omar Bongo Ondimba, poste qu'elle occupera pendant une décennie. En 2011, elle est nommée ministre du Travail, de l'Emploi et de la Protection sociale, porte-parole du gouvernement jusqu'en 2012. En juin 2015, Angélique Ngoma est élue députée du second siège de la base Bagno et siège depuis lors à l'Assemblée nationale. Et depuis 2017, elle est présidente du Comité sur l'environnement et du développement durable, présidente de la mission d'information et de contact en Côte d'Ivoire, à l'occasion des élections présidentielles en octobre 2020. Au titre des distingués honorifiques, Angélique Ngoma est un grand officier dans l'ordre du mérite gabonais, commandeur dans l'ordre des étoiles équatoriales, commandeur dans l'ordre militaire de la Panthère noire. Retour sur la célébration de la journée mondiale du rein. Quelles sont les différentes étapes du dépistage de l'insuffisance rénale? Les explications dans ce reportage avec Chimène Nindon. Vous avez mangé au matin. Vous avez un parent diabétique. L'insuffisance rénale est une maladie de plus en plus préoccupante pour les Gabonais. C'est pour répondre à cette préoccupation que le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Dr Guy Patrick Obiandong, a consacré une journée entière au dépistage gratuit. Comment se déroule le dépistage? Les médecins commencent par une consultation, la glycémie, la tension, le poids. On demande s'ils ont des parents diabétiques, s'ils sont hyper tendus, si avant de prendre la glycémie, s'ils ont mangé ou pas. C'est à partir de là qu'on essaye un peu de suivre le patient. Passé cette étape, place au prélèvement. On désinfecte. On met juste un peu seulement. On attend les résultats. 83. L'appareil à glycémie et le tensiomètre sont là, les principaux outils dont dispose le personnel de santé pour dépister les patients. Diagnostiquer tôt, nous avons la chance de pouvoir la traiter rapidement. Hors de nos frontières, le vice-président de la République était ce matin à Malabo, en Guinée équatoriale. Rose Christiane Osuka Raponda a représenté le chef de l'État Ali Bongo Ondimba à la cérémonie du prix international UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie. Objectif, soutenir les scientifiques dans l'espoir d'améliorer la vie des êtres humains. Presse présidentielle. Mossad Attila Abdel Wahab, Égypte, Ibrokim Abdourakhmonov, Ouzbékistan, Almira Romanavicienne, Lituanie et Igongshi de la Chine sont tous des heureux récipiendaires du prix international UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie. L'événement a vu la présence de plusieurs pays tels que la Centrafrique, le Cameroun, la Mauritanie, la Guinée équatoriale et le Gabon. Rose Christiane Osuka, le vice-président de la République, a représenté le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Avec l'évolution exponentielle des progrès dans le domaine des sciences de la vie, le prix international UNESCO Guinée équatoriale permet d'offrir de nombreuses possibilités et des défis à surmonter, notamment la pauvreté, la faim, l'eau salubre, les maladies. Pour ce faire, l'institution s'efforce à garantir un accès équitable à ces progrès à travers la recherche en sciences de la vie. Un moyen pour l'UNESCO d'honorer la recherche scientifique qui contribue à l'amélioration de la vie humaine.
Au terme de la cérémonie, le président de la République de la Guinée équatoriale, Théodoro Obiang-Nguema Bazogo, a reçu en audience le vice-président de la République gabonaise en présence du ministre de l'Éducation nationale et de l'ambassadeur délégué permanent de la République gabonaise auprès de l'UNESCO. Rose Christian Osokara Ponda était porteur d'un message du président de la République, Ali Bongo Ondimba, à son homologue équato-guinéen. Exposition à l'Institut français de Libreville du photographe Vlad Soquin intitulé « Les enfants de la nature, les clichés de l'artiste entre tradition et loisirs » a invité les visiteurs à voyager. Carmen Eyege. L'Institut français du Gabon accueille la première exposition gabonaise de Vlad Soquin, un travail de longue haleine que le photographe russo-portugais, installé à Libreville depuis 3 ans, a le plaisir de partager dans sa ville d'accueil. Mon dernier projet m'a pris 8 ans. Il s'intitule « Eau chaude » et illustre l'impact du réchauffement climatique dans l'océan Pacifique. C'est un grand espace du nord de l'Alaska à la Nouvelle-Zélande. Pendant 8 ans, je voyageais en des petites îles de l'océan pour voir moi-même et montrer aux autres ce qui se passe dans ces lieux les plus vulnérables. Et donc, quelques photos de ce projet ont été incluses dans cette exposition, Les enfants de la nature. Une quinzaine de clichés sont exposés rappelant les traditions ancestrales de différents peuples, toujours au plus proche et à l'écoute de la nature. Il y a des similitudes avec nos traditions, notamment certains tableaux où je vois des personnes danser. Ils ont pratiquement le même habillage ou habillement que nous. Voilà, quoi. Je me rends compte justement que voilà, le monde est un peu pareil partout, quoi. Et c'est juste magnifique de découvrir à travers de si beaux tableaux ce qui se passe ailleurs. C'est comme si on y était. C'est très intéressant. Le message de l'artiste semble être passé. Nous sommes alors tous des enfants de la nature. En RDC, une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies a entamé jeudi soir une visite de 3 jours en République démocratique du Congo où les combats dans l'Est opposent l'armée à la rébellion du M23. La délégation de l'ONU a réitéré son engagement à combattre les groupes armés. Un récit de Sidela Niman. Après plusieurs annonces d'arrêt des hostilités restées sans effet ces derniers mois, un cessez-le-feu entre l'armée nationale et le groupe rebelle M23 était censé entrer en vigueur mardi. Cependant, les armes ne se sont pas tues. Aujourd'hui, dans la province du Nord Kivu, où le M23 a continué mercredi encore d'étendre son territoire. Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir cette rébellion, ce qui a été corroboré par des experts des Nations Unies et dénoncé par plusieurs pays occidentaux, bien que Kigali s'en défende. Il est établi que le M23 est un mouvement qui est soutenu de l'extérieur et il est établi que derrière le M23, le pays auquel vous faites allusion paraît directement impliqué sur le territoire même de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, la délégation du Conseil de sécurité a rencontré les autorités, dont le président Félix Tshisekedi, avant de se rendre samedi et dimanche à Goma, le chef-lieu du Nord Kivu, ville de plus d'1 million d'habitants coincée entre le Rwanda à l'est, le lac Kivu au sud et les rebelles du M23 au nord et à l'ouest. Les représentants du Conseil comptent apprécier la situation sécuritaire et humanitaire dans la région. C'est essentiel, il faut une sortie de crise. Cette sortie de crise doit largement être politique. On soutient évidemment le processus de Luanda, piloté par le président Lourenço d'Angola, le processus de Nairobi. Il faut la bonne volonté de tous les acteurs pour en sortir. C'est urgent. Les populations dans l'Est souffrent énormément. Il y a une crise humanitaire, le pillage des ressources. Outre le M23, l'Est congolais est en proie aux violences de multiples autres groupes armés. Dans la nuit de mercredi à jeudi, dans le nord de la province du Nord Kivu, une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADF, Force démocratique alliée, affiliée au groupe djihadiste État islamique,
a fait plus de 40 morts. La junte au pouvoir au Mali a annoncé vendredi le report du référendum constitutionnel prévu pour le 19 mars. Le gouvernement n'a donc pas respecté la première étape censée être validée par le vote. Il a tout de même affirmé qu'il respecterait ses engagements quant à un retour des civils à la tête au pays en 2024. Sidela Nima nous en dit plus dans ce reportage. Le report de ce référendum ne faisait plus aucun doute pour la population. Quasiment aucune disposition n'avait été prise sur le terrain pour sa tenue et le projet de constitution présenté comme final n'a été remis au chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, que le 27 février. Le référendum est la première étape censée être validée par le vote. Avec ce report, les militaires manquent à la première échéance d'un calendrier de consultation et de réforme qu'ils ont eux-mêmes communiqué et qui doit aboutir à des élections en février 2024 en vue d'un retour des civils aux affaires. Les raisons du report sont très simples. Nous sommes permanemment obligés de chercher un équilibre entre deux principes qui, sans pour autant s'opposer, peuvent être des fois difficilement conciliables. D'un côté, nous avons la recherche du consensus et de l'inclusivité, qui sont très chers au chef de l'État, et de l'autre côté, nous avons le chronogramme. Le calendrier élaboré par la junte et l'engagement pris par elle de céder la place en mars 2024, après des élections en février, avait convaincu la CEDEAO en juillet 2022 de lever un lourd régime de sanctions commerciales et financières infligées au Mali. Nous sommes en phase avec la CEDEAO. Nous avons un délai, ça c'est la durée de la transition. À partir de là, c'est à nous de dire ce que nous voulons faire dans ce délai. La CEDEAO ne nous a jamais imposé de faire un référendum. Cette constitution est un élément clé du vaste chantier de réforme invoqué par les militaires pour justifier de continuer à gouverner jusqu'en 2024. Le projet renforce notablement le pouvoir du président. Dans la nouvelle constitution, c'est le président qui détermine la politique de la nation et non plus le gouvernement. Le président nomme le premier ministre et les ministres et met fin à leurs fonctions. Il peut également dissoudre l'Assemblée nationale. La pression exercée par la CEDEAO pour que les colonels ne se présentent pas aux élections n'a pas dissipé les spéculations sur les intentions du colonel Goïta en 2024. Cette fois-ci en sport, à l'occasion d'une conférence de presse ce matin au siège de la Fédération gabonaise de football, le sélecteur national a rendu public la liste des joueurs qui participeront à la phase éliminatoire contre le Soudan le 23 et le 27 mars. Germain Goma. Donc 23 et 27, match contre le Soudan, liste des joueurs sélectionnés. Amonomé Jean-Noël, Koutongati FC. Mfa Mezoui, Anthony, Rodange. Nz Donald, Simba. Défenseur. Paloun, Lloyd, Bastia. Apilangoy, Aaron, Sivasport. Ekwalemanga, Bruno, Belfort. Obissa, Sydney, Villefranche. Oyono, Anthony, Forizon. Obiang, Johan, Caen. Moussunda, Mouketou, Aris Limassol. Et commis Jacques Bordeaux, milieu de terrain. Poku André, Al Khaled, Bekale Enemé, Shérif, Tirapsol, Ochanga Louis Fez, Kanga Guélor, Étoile Rouge Belgrade, Sambissa David, Cambur, Ndong Didier, Dijon. Attaquant, Bwanga Denis, Los Angeles, Boupenza Aaron, Al-Shabaab, Domarcolino Alan, Rennes, Babika Chavi, Aristimassol, Alvina Jim, Clermont-Ferrand, Ndoutoumou Roy, Universitario Vinto, en Bolivie. Joueurs, liste d'attente, Watcher Johan, Saint-Privé, Ebane Wilfried, Locminé, Akwe Asumu, Granville, Bitege Bedouin, Al-Sahela, Mbingi Samson, Mangasport, Bayano Junior, Lupopo, Meille Axel, Safi, Olympique. Voilà. Et voilà, c'est la fin de votre édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h. Au revoir.